Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui, une capsule un peu longue, encore une fois en fait, c'est une capsule qui va porter sur la biosphère et donc tout ce qui concerne la vie sur Terre. Et qui dit vie dit carbone. En fait, la majorité de la charpente qui nous forme et qui forme les végétaux aussi est faite en grande partie de carbone. Pas seulement de carbone, il y a de l'oxygène, l'hydrogène et un paquet d'autres éléments, mais est en partie fait de carbone. Et donc, pour comprendre comment fonctionnent les cycles à l'intérieur de la vie, il faut comprendre le cycle du carbone. Et quand je dis le, en fait, c'est un peu une erreur. Il faut comprendre les cycles du carbone, parce qu'il y en a deux. Il y a le cycle rapide et le cycle lent. Donc, laissez-moi commencer par le cycle rapide. Évidemment, un cycle, c'est une boucle. Autrement dit, je peux la commencer où je veux parce que je vais revenir à mon point de départ. Donc, commençons par la photosynthèse. Au niveau de la photosynthèse, l'ensemble des végétaux, que ce soit des algues, que ce soit du phytoplancton ou que ce soit des arbres ou des arbustes, vont utiliser l'énergie du soleil et le dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère pour produire des molécules de sucre et de l'oxygène. Donc, c'est un phénomène qui est très important parce que non seulement il nous procure de l'oxygène pour pouvoir respirer, mais il nous procure également des molécules de sucre et donc notre source d'énergie. Évidemment, par consommation, autrement dit, les animaux vont consommer les végétaux et de cette façon-là vont absorber ce sucre-là, donc vont absorber en partie du carbone. Au niveau de leur respiration, donc quand ils respirent, je vais donc utiliser l'énergie contenue dans le sucre avec l'oxygène de l'atmosphère pour libérer du CO2 dans l'atmosphère ou pour libérer simplement, en fait, c'est pour libérer de l'énergie à l'intérieur de notre corps. Malheureusement, il y a d'autres façons aussi de libérer du carbone dans l'atmosphère. Je dis malheureusement parce que généralement, ça veut dire la mort de l'individu. D'une part, on peut parler de combustion. Donc, par exemple, dans un feu de forêt, quand un arbre va brûler, eh bien, il va émettre du CO2 dans l'atmosphère également. Ou on peut parler de décomposition. Encore une fois, ça va avec la mort. Donc, au niveau de la décomposition, je vais avoir une libération de dioxyde de carbone, mais aussi je peux avoir une libération de méthane. Le méthane qui est un gaz très important parce que c'est un gaz qui est beaucoup plus efficace, entre guillemets, au niveau de l'effet de serre. C'est un gaz qui produit 4 fois plus d'effet de serre par molécule que le CO2. Donc, ce sont des gaz issus de la décomposition. Évidemment, une fois que tous ces gaz-là sont retournés à l'atmosphère, ils peuvent être repris au niveau de la photosynthèse et le cycle continue. Par contre, ils peuvent aussi être pris au niveau de la vie marine. Donc au niveau des coquillages et au niveau des squelettes et au niveau des poissons et au niveau du plancton qui est situé dans les océans, dans les lacs et les rivières. À ce moment-là, le cycle est un petit peu différent. En fait, on rentre dans le cycle lent du carbone. Donc, ce qui va arriver, c'est que sous certaines circonstances de température et de pression, je vais pouvoir transformer la vie en minerais. Donc, autrement dit, soit en combustible fossile, on entend gaz naturel, pétrole, ou en substance à l'intérieur du sol. Évidemment, c'est pas nécessairement que du gaz naturel et du pétrole et c'est pas nécessairement que dans les océans. Il peut y avoir aussi un moment où, par exemple, un marécage serait recouvert d'une couche de roche suite à une éruption volcanique, par exemple, et à ce moment-là, le marécage va pouvoir se transformer lui aussi en combustible fossile, mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas du pétrole ou du gaz naturel, ça va être plutôt du charbon. Toutes ces substances-là, pour ressortir du sous-sol terrestre par la suite, eh bien, ça doit passer par un volcan. Donc, ça doit passer par une éruption volcanique pour pouvoir ressortir et retourner à l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un cycle lent. Parce que des éruptions volcaniques, il n'y en a pas tous les jours, on s'entend. Donc, on parle d'un cycle très lent du carbone. Et c'est le cycle sur lequel on va avoir un impact. Pourquoi? Parce que nous, en retirant le pétrole, eh bien, on le brûle et on le retourne beaucoup plus rapidement à l'atmosphère que ça devrait être.
Ce qui arrive en fait, c'est que la vie sous-marine est contenue et est très concentrée dans certains milieux, et plus précisément dans les barrières de corail. Donc les barrières de corail, c'est beaucoup de vie, c'est beaucoup de coquillages, c'est beaucoup de poissons, c'est beaucoup d'algues, c'est beaucoup de bains des affaires. À leur mort, ils se retrouvent dans le fond de l'océan. Et dans le fond de l'océan, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y aura pas de décomposition parce que c'est un milieu qui est anaérobique. Autrement dit, c'est un milieu où est-ce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc l'ensemble de cette vie-là se retrouve dans le fond et va s'écraser sous différentes couches de sédiments. Et dans certaines circonstances, je dis bien dans certaines circonstances de pression et de température, eh bien je vais pouvoir me transformer par exemple en pétrole ou en gaz naturel. Comme je vous l'ai dit tantôt, pour ressortir ces matières combustibles fossiles-là, ben ça prend un volcan. Et à ce moment-là, selon le cycle normal, je serai réabsorbé par les végétaux ou par les phytoplanctons ou par la vie végétale des récifs coralliens. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va dévier ce cycle-là. On va utiliser le pétrole, dans le fond, le pétrole contenu dans le sous-sol ou le gaz naturel contenu dans le sous-sol pour pouvoir le brûler et participer à notre vie courante, que ce soit dans le domaine des transports, dans le domaine de l'industrie. Je vais utiliser les combustibles fossiles pour alimenter mes systèmes. On peut parler aussi de l'industrie du chauffage. Donc, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner beaucoup plus rapidement le CO2 en atmosphère. Et donc, je vais avoir une surabondance de CO2 au niveau de mon atmosphère et donc, ça va contribuer à l'effet de serre qu'on a vu plus tôt. Maintenant, il y a un autre cycle qui est important à comprendre au niveau de la vie parce que c'est ce qui va aider énormément nos végétaux, c'est le cycle de l'azote. Donc l'azote, on en a beaucoup dans l'atmosphère, ça on l'avait déjà vu au niveau de l'atmosphère dans le dernier chapitre, soit environ 78% de notre atmosphère est composée d'azote. Donc, c'est du N2, du diazote. Ce qui va arriver, c'est que dans un premier temps, je vais avoir une étape qu'on appelle la fixation de l'azote. Donc, on va avoir des micro-organismes dont l'objectif est de transformer l'azote qui est contenu dans l'atmosphère en ammonium. Et une fois qu'il est en ammonium, eh bien, il peut être dans le fond, on peut le recevoir, on peut le transformer en nitrate par d'autres micro-organismes et ainsi l'absorber au niveau de la vie sous forme de nitrite et nitrate au niveau des végétaux. Évidemment, ça va être absorbé au niveau des végétaux, mais les végétaux nourrissent les animaux, donc ça va être absorbé aussi au niveau des animaux. Toutes ces nitrates-là vont retourner au sol au moment de la décomposition, autant des déchets organiques. Donc, on peut parler, quand on parle de déchets organiques, évidemment, on parle d'excréments, mais on parle aussi des différents déchets qu'on peut produire, les feuilles des arbres, par exemple. Et va être retourné aussi au sol au moment de la mort des individus. Je vais avoir certains micro-organismes qui s'assurent de compléter le cycle et donc qui va procéder à la dénitrification et donc qui va retourner les nitrates au niveau de l'atmosphère. Donc encore une fois, je vais avoir un équilibre qui va se former entre l'azote qui est présent dans l'atmosphère versus l'azote qui est présent dans la lithosphère sous forme soit d'ammonium ou de nitrate. Je vous ai mis les différentes formules chimiques pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, le diazote, je vous ai dit que c'était du N2. Au niveau de l'ammonium, l'ion ammonium, c'est NH4+. Et au niveau des nitrates, c'est les NO2- et NO3-. Maintenant, si on parle de biomes, il y a deux principaux regroupements de biomes, les biomes terrestres et les biomes aquatiques. Donc, quand on parle de biomes terrestres, ils peuvent être influencés par différents éléments. Donc, évidemment, quand on parle de biomes, on parle de grandes régions climatiques. Donc, tout dépendamment du climat, du niveau d'humidité ou de ce genre de choses-là, on va avoir des biomes différents.
Donc, si je résume très rapidement ce qui va dicter les règles au niveau des biomes terrestres, on peut parler de la latitude, autrement dit, est-ce qu'on est au nord ou est-ce qu'on est au sud. Évidemment, cette latitude-là va être liée à la température, tout comme l'altitude, soit dit en passant, donc la hauteur par rapport au niveau de la mer. Donc, ces deux éléments-là vont dicter les températures et les précipitations. On peut avoir aussi, évidemment, les types de sols qui vont influencer les végétaux qui vont pousser au niveau de notre sol. C'est sûr que si on a de la roche-mère versus si on a un sol qui est rempli d'humus, on n'aura pas le même genre de végétaux qui vont y pousser. On peut parler des vents, on peut parler de la quantité d'ensoleillement. Donc, évidemment, la quantité d'ensoleillement est liée fortement avec la latitude. Et on peut parler de la proximité d'étendues d'eau. Donc, si on parle par exemple de désert versus des milieux lacustres en bordure de lac, donc ça va être différent aussi. Au niveau aquatique, donc qu'est-ce qui peut influencer les biomes au niveau aquatique? On peut parler de la salinité de l'eau. Évidemment, les poissons d'eau douce, si on met des poissons d'eau douce dans l'eau salée ou si on met des poissons d'eau salée dans l'eau douce, généralement, c'est pas mal leur assurer une mort assez rapide. Donc, il y a des poissons qui vont vivre dans l'eau salée et des poissons qui vont vivre dans l'eau douce. On peut parler de la turbidité. La turbidité, dans le fond, c'est à quel point l'eau est claire, donc à quel point on peut voir à travers l'eau. Donc aussi à quel point le soleil va se rendre à l'intérieur de l'eau. On peut parler de la température de l'eau, évidemment, de la profondeur, parce qu'il y a certains organismes qui sont vraiment des champions des abysses, donc qui sont adaptés pour vivre dans des profondeurs beaucoup plus importantes, où la pression est très 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 grande et où le soleil se fait plutôt rare. On peut aussi parler du sens et de la force du courant. Donc là, on peut parler, évidemment, on a l'idée des rivières versus un lac en tête quand on parle de ça. On peut parler de la concentration d'oxygène et de dioxyde de carbone, encore une fois liée à la profondeur, entre autres, de l'eau, mais aussi à la turbidité. On peut parler de la quantité d'ensoleillement, j'en parle depuis tantôt, et on peut parler des substances nutritives disponibles aussi qui vont influencer. Donc, si on est au large versus si on est sur les côtes au niveau des océans, eh bien, on n'aura pas la même quantité de nutriments qui sont présents à l'intérieur de l'eau. Je ne ferai pas la dictée de l'ensemble des biomes terrestres et de l'ensemble des biomes aquatiques. De toute façon, ils sont relativement bien expliqués dans votre livre, mais je peux vous en parler très rapidement de chacun. Donc, au niveau des biomes terrestres, on a la toundra. La toundra, c'est généralement ce qu'on va avoir complètement au nord. C'est un climat qui est très très froid et on vit dans un pergélisol, donc il y a peu de végétation. La forêt boréale, c'est une forêt de conifères, grosso modo. Si on parle des forêts tempérées, donc nous, on est plutôt dans la forêt boréale ou la forêt tempérée. On est pas mal entre les deux, tout dépendamment à quelle hauteur du Québec vous vous trouvez. Mais la forêt tempérée, là, on va avoir un mélange de feuillus et de conifères et on va avoir une faune qui est très diversifiée. Au niveau des prairies, on en a deux types, donc ça dépend du niveau d'humidité en fait qu'on va avoir. Donc on va avoir la savane et les prairies. La savane, c'est le milieu qui est, on peut penser aux grandes savanes africaines, par exemple. Donc, c'est des milieux où je vais avoir des températures très chaudes et des épisodes de sécheresse, versus les prairies où je vais avoir des étés chauds, mais je vais avoir quand même des hivers longs et froids. Donc, on peut penser plus aux régions de la Saskatchewan, Manitoba et compagnie. Quand on parle des déserts, ben, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un désert. Les forêts tropicales, on en a deux types encore une fois, les forêts tropicales humides et les forêts tropicales sèches. Donc à ce moment-là, je vais avoir, c'est vraiment la quantité de précipitations qui vont dicter la différence entre les deux forêts tropicales. Et finalement, je vais avoir les milieux alpins, donc les milieux qui sont en montagne, où la vie dans ces milieux-là va vraiment dépendre de l'altitude. Évidemment, une plus haute altitude va avoir une faune et une flore qui va être adaptée aux hautes altitudes. Généralement, c'est moins des arbres qui vont pousser, mais plus des arbustes ou des plantes qui vont rester au sol. Donc, la vie va s'adapter au milieu dans lequel il existe. Au niveau des biomes aquatiques, les biomes aquatiques se séparent principalement en deux catégories. La première catégorie, c'est les milieux d'eau douce et la deuxième, c'est les milieux d'eau salée. Donc, commençons par l'eau douce. Évidemment, quand on pense à l'eau douce, on pense
principalement aux rivières. Donc, on peut penser à la rivière Richelieu, la rivière Yamaska, la rivière Saguenay, le fleuve Saint-Laurent aussi, la rivière Saint-François et plein d'autres au Québec. Donc, qu'est-ce qui va caractériser ce milieu-là? Eh bien, c'est les courants, en fait. Donc, le fait d'avoir un fort courant, ça va permettre une bonne oxygénation de l'eau, ce qui va permettre une vie qui va être différente versus le lac. Si on parle au niveau des terres humides, les terres humides se séparent principalement en trois catégories, les marais, les marécages et les tourbières. Donc, ce qui différencie les marais et les marécages, c'est qu'au niveau des marécages, je vais avoir des arbres et des arbustes, des bosquets qui vont pouvoir pousser. Ce qui veut dire que si on parle, par exemple, du Centre d'interprétation de la nature ici à Granby, ou si on parle de ce genre de zone-là, à ce moment-là, on va plus parler de marécage. Si vous voulez parler de marais, bien, vous avez le marais de la rivière aux Cerises qui est situé à Magog, où je vais avoir beaucoup moins, en fait, j'aurai pas d'arbres qui vont pouvoir pousser au niveau du marais. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir une eau stagnante, mais sans arbres. Donc, ça va être une faune, une flore qui va être différente à ce moment-là. J'ai finalement la tourbière. La tourbière, en fait, c'est principalement une espèce de mousse gorgée d'eau. Et ces trois milieux-là sont super importants parce qu'ils vont agir, en fait, en tant que filtre au niveau de nos contaminants. Donc, c'est vraiment des milieux importants au niveau de nos écosystèmes. Finalement, je vais avoir le troisième milieu d'eau douce qui sont les lacs. En fait, ce qui va caractériser les lacs, c'est que je vais avoir une eau qui est plus stagnante par rapport à la rivière, donc je vais avoir moins de courant. Et tout dépendamment de la santé du lac, eh bien, je vais avoir un taux d'oxygénation qui va varier aussi. Donc, tout dépendamment de à quel point j'ai des algues et à quel point j'ai le type de vie qui s'y retrouve. Ensuite, j'ai les milieux d'eau salée. J'en ai principalement trois. Donc, le premier, c'est l'estuaire. On en a un très bon exemple ici au Québec. Donc, l'estuaire du Saint-Laurent, évidemment, qui se situe à l'endroit où la rivière Saguenay vient se jeter dans le fleuve. Ce qui va arriver, c'est que j'ai le fleuve et la rivière Saguenay qui amènent de l'eau douce et je vais avoir de la mer, je vais avoir de l'eau salée qui vient aussi de l'autre côté. Ce qui veut dire que je vais avoir un mélange des milieux d'eau salée et d'eau douce. C'est généralement des milieux où est-ce que je vais avoir beaucoup de vie. Évidemment, ça dépend de la température et d'autres facteurs, mais c'est des milieux où est-ce que je peux avoir énormément de vie. Au niveau des océans et des mers, ben là, je suis rendu vraiment au niveau de l'eau salée où est-ce que je vais beaucoup dépendre de deux choses principalement. Donc, la proximité de la côte, donc ce qui va m'amener des éléments nutritifs, et aussi de la profondeur, évidemment, des océans. Et finalement, je vais avoir les récifs coralliens. Donc, les récifs coralliens, je vous en ai déjà parlé, c'est des zones où est-ce que je vais avoir, dans le fond, le récif, c'est du calcaire qui est fait avec des petits invertébrés. Donc, c'est vraiment de la roche. Ceux qui ont fait de la plongée sous-marine dans le sud savent très bien que quand on s'accroche sur un coraux, on se rend compte que c'est de la roche. Parce que c'est dur, puis parce que ça fait mal. Donc, c'est des milieux c'est vraiment de la roche qui forme les coraux. Et je vais avoir énormément de biodiversité et de vie. C'est en fait ce sont les poumons de notre atmosphère, puisque c'est eux qui vont principalement transformer le dioxyde de carbone en matière inorganique, ou autrement dit en roche, en coquillage, en plein de choses qui vont se retrouver dans le fond de l'eau et qui vont former de la roche sédimentaire. Donc, les récifs coralliens sont excessivement importants au niveau de notre planète. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en ce qui concerne la biosphère. À vous de surpasser le maître.